Bonjour, bienvenue à vous qui nous regardez, je vous espère en bonne santé. Si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous avez certainement envie d'un changement de société après cette crise du Covid, mais de quelle société? Comment l'imaginer? Comment la construire? Et surtout, comment opérer ce changement? Nous allons tout faire pour faire avancer la réflexion aujourd'hui avec deux philosophes qui militent justement pour ce changement de logiciel. Bonjour Cynthia Flory. Bonjour. Vous êtes professeur titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire national des arts et métiers, professeur associé à l'École des mines ParisTech, et vous êtes aussi psychanalyste et dirigez la chaire de philosophie à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Dominique Bourg, bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'Institut de géographie et de durabilité à l'Université de Lausanne, directeur de la publication de la revue en ligne La Pensée écologique. Et tous les deux, vous avez fait un passage en politique chez Nouvelle Donne pour vous, Cynthia Non, non, Fleury. non. Non? Alors, je vais en profiter enfin. Ah, alors je finis ma phrase et je vous laisse éclaircir. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est Dominique Bourg, vous avez été tête de liste aux dernières élections européennes sur urgence écologie. Alors, Cynthia, je vous laisse éclaircir ce point dont j'étais Non, non, persuadé aussi. pas du tout. Non, non. On va pas raconter tous les dessous parce que c'est pas le lieu. Mais non, non. Moi, j'ai été membre fondateur et ça, en revanche, je plaide totalement responsable, coupable du collectif Roosevelt. Oui, Et à un moment donné, dans le collectif Roosevelt, s'est posé la question qui se pose souvent dans ce type de mouvement de savoir si on allait ou pas aller vers la représentation politique. Certains se d'accord. sont décidés, d'autres pas, dont je faisais partie, Ah, pour différentes raisons, et notamment aussi parce que, non pas parce que je désavoue la militance, mais tout simplement parce que je suis professeur de philosophie politique et que donc j'ai fait ce choix quand même d'être de ce côté-ci. Ça me paraissait compliqué d'assumer les deux côtés. Ça a toujours été mon cas, je le dis et redis, je n'ai jamais signé une tribune politique. Je dis ça parce que ça sert strictement à rien, mais je vois ici ou là qu'on m'attribue des signatures pour, je sais pas, soutenir tel ou tel candidat. Ça n'a jamais d'accord. été le cas. Je le redis et redis. Ce sont des informations qui sont fausses. Elles sont, moi, pour ma part, déontologiquement, je trouve que c'est pas jouable. Et voilà. Et encore une fois, ça n'empêche pas mon respect profond pour ceux qui choisissent de faire ce pas, parce qu'ils en ont tout à fait le droit, mais je ne l'ai moi-même jamais fait. Alors, mea culpa, Cynthia. Précise aussi pour moi. Oui, Allez-y, alors, Dominique. non, j'ai horreur qu'on me dise homme politique, c'est ridicule. Moi, je suis allé à Urgence Écologie, justement, en fait, en tant qu'expert, pour faire passer un message d'expertise sur l'urgence. Je n'y suis allé parce que j'étais persuadé à l'avance que je ne serais pas élu. D'accord. Jamais c'était arrivé, ça aurait été une catastrophe totale pour moi, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec Cynthia, c'est pas notre rôle. Notre rôle, il est à l'amont. Il n'est pas D'accord. aller au Exactement. charbon politique, c'est pas notre boulot. Moi, je l'ai fait vraiment, c'était des circonstances très, très spéciales. D'accord. Mais Et justement, on va en je parler ne veux pas être politique pour autant, hein, attention, hein, mais nous, c'est pas notre boulot. on va en parler justement du lien entre philosophie et politique, mais avant d'avancer plus sur le monde de demain, vous êtes prononcés tous les deux pour un changement de logiciel, comme je le disais, pendant cette crise, tant sur des blogs que sur des articles à la radio et à la télé. Mais avant d'aborder le temps de demain, la crise est définie par certains comme un moment d'exception entre deux phases de normalité. Certains la positionnent, les crises, dans une vision cyclique, d'autres dans une vision progressive, mais on peut aussi imaginer une crise qui dure, autrement dit, le début d'un effondrement. Comment vous analysez la crise d'aujourd'hui, Cynthia, pour commencer? Écoutez, je crains hélas que non, je crois que ça fait assez longtemps que nous ne sommes plus dans des crises au sens parenthèse. Nous sommes en fait dans des crises qui viennent renforcer de manière très très forte des dysfonctionnements structurels. Et là, on le voit, d'ailleurs on le voit avec, pour le coup, la question du déconfinement qui est en train de créer chez, j'allais dire chez les patients, qui est en train de créer chez les citoyens un très grand retour de l'angoisse, peut-être encore plus fort que celui qui a été quand nous sommes entrés dans le confinement, précisément parce qu'il y avait cette illusion de la parenthèse. Et là, il y a la non-illusion de la parenthèse qui est en train de sortir, c'est-à-dire que le déconfinement va durer, enfin le déconfinement dans le sens de un autre mode d'aide va durer, que la récession économique, que la détresse socio-économique va durer, et que donc, de fait, si on ne s'oblige pas à changer et si on est simplement sur des schémas anciens, on va vivre le moins 10 ans
de ces chemins anciens, c'est-à-dire de l'austérité, le fait qu'on va vous payer pour la même tâche encore moins, etc., etc. Et donc là, on est véritablement, hein, c'est les modélisations type effondrement, c'est-à-dire qu'on atteint des seuils où les boucles de rétroaction sont extraordinairement délétères et on se maintient, et c'est la vérité du déni, hein, et on se maintient coûte que coûte, pour le coup, dans des logiques qui sont d'un ancien temps. Et c'est très drôle de voir que ce sont ceux qui sont dans le déni qui accusent les autres de folie, alors qu'ils sont, eux, dans une illusion de la toute-puissance au sens de l'économie, la croissance peut être totalement dessaisie des limites de la biosphère. Et c'est intéressant de voir que c'est ce déni-là qui mène la raison de ce monde. Dominique? C'est terrible, je pourrais partir parce que tout de suite, parce que je souscris à tout ce qu'a dit Cynthia jusqu'à la virgule près. Bon, moi, il m'a apparu dès le début qu'il n'y aurait pas d'après-Covid. Hein. Pas d'après-Covid, ça veut dire quoi? Déjà, effectivement, tant qu'on n'aura pas trouvé un vaccin, et vous avez vu que ça risque d'être assez compliqué, il faudrait le refaire peut-être tous les ans, etc. On aura toujours affaire à ce virus, c'est la première chose. Deuxièmement, sur un plan strictement sanitaire, eh bien là, on le sait, on a affaire à une zoonose, donc une maladie d'origine animale. Hein, vous savez, c'est cette fameuse chauve-souris. Alors, est-ce qu'elle a fait coucou un pangolin ou un autre bête, j'en sais rien, mais peu importe. Mais en tout cas, on a détruit son habitat et on s'est trouvé à proximité de l'habitat de cette espèce parce qu'elle s'est rapprochée des habitats humains pour avoir eu le sien détruit. En fait, c'est une situation qui se passe maintenant. C'est la même qui s'est produite pour le HIV, c'est la même qui s'est produite pour Ebola, etc. Il reste pas beaucoup de sauvages sur Terre, mais comme on empiète partout, on crée des continuités qui restent de sauvages qui font qu'effectivement les zoonoses explosent. Hein. De manière générale, c'est 60% des maladies infectieuses. En ce qui concerne les maladies émergentes, les zoonoses, c'est déjà 75%. Par ailleurs, vous avez aussi le changement climatique qui fait que les maladies à vecteurs, les maladies vectorielles, infectieuses vectorielles comme le chikungunya, s'étendent géographiquement. De manière générale, la déstructuration des écosystèmes, ça crée des circulations de pathogènes, alors que quand vous avez un écosystème très riche, nos petits amis pathogènes restent bien chez eux, etc., etc. Et à ça, vous ajoutez la question du changement climatique. Je vous rappelle qu'en 2040, on sera à 2 degrés. Donc, on a connu l'augmentation de la température moyenne de 9 dixièmes de degré depuis 80, donc en 40 ans. Là, on va connaître à nouveau, et c'est dans les tuyaux, ça n'y fera plus grand-chose. On n'y peut plus grand-chose. On va connaître à nouveau l'augmentation de 9 dixièmes qui va nous amener à une augmentation de la température moyenne de 2 degrés en 2040. Ça commence à être extrêmement méchant. Les services météo anglais ont même fait des prévisions qui montrent qu'on pourrait être déjà à 1,4, 1,5 en 2024. Et vous avez constaté que depuis 2018, on n'a plus que 2 saisons. On a une saison tiède et une saison chaude. La ville de Paris imagine qu'au détour du siècle, elle pourrait être confrontée à des maxima de 50 degrés, etc., etc. Donc, en ce sens-là, même si on relance, c'est ce qu'on va faire, on va relancer de la façon la plus classique. Il y a quelques pays qui imposent des contraintes comme l'Autriche, un peu l'Allemagne, etc. Vous voyez, la France le dit, mais elle ne le fait pas. Ça, on a l'habitude avec ce gouvernement. Mais donc, du coup, on va relancer classiquement. Il y aura une pression sociale qu'a rappelé Cynthia qui va pousser aussi à une relance assez classique et laquelle relance n'aboutira pas. Elle va se cracher sur le mur de difficultés montantes. Donc voilà. Alors, petite précision encore. Moi, je me sens très proche des collapsologues. Je les aime beaucoup, je les connais très bien. Mais je parle pas pour ma part d'effondrement au singulier. Parler d'effondrement au singulier, c'est en fait plaquer un modèle global, penser au modèle des Meadows, etc., plaquer un modèle global sur une réalité historique et géographique qui est très diverse. Mais en revanche, on est manifestement dans des effondrements au pluriel, dans des chocs successifs. Là, on en a eu un majeur, on en aura d'autres. Et c'est pour ça, dernière raison pour laquelle il n'y aura pas d'après-Covid. D'accord. Alors, avant justement d'imaginer demain, est-ce qu'il n'y a pas aussi, en plus de tout ce que vous venez de décrire, une crise morale des valeurs qui est sous-jacente à cette crise, ou en tout cas le corollaire? Non seulement elle n'est pas simplement sous-jacente, elle en est aussi une des causes. Et on le voit très bien aux États-Unis. Si vous voulez, c'est le pays qui incarne le plus cet individualisme absolument forcené
qui aujourd'hui a fini par élire un président qui est complètement zinzin, enfin qui raconte mais n'importe quoi. Et désormais, le fait que ce type-là est mentalement limite, et encore je suis gentil, je vais éviter, je suis dans l'euphémisme, le problème, si vous voulez, c'est qu'il n'est pas tout seul à l'être. Il a 45% de la population qui, plus il se montre idiot, l'appuie. Et en fait, de manière générale, la plupart des forces conservatrices au monde ne sont pas si lointaines que ça de Trump. Si je vois dans le pays où j'habite, là où je suis double national, la Suisse, vous avez deux partis politiques qui sont très proches de Trump. Très, très proches. Et qui le revendiquent. Donc, en fait, d'une certaine manière, si vous voulez, il y a aujourd'hui un vent de folie. C'est-à-dire que désormais, Lysenko a changé de camp. Je rappelle, Lysenko opposait une génétique prolétarienne à la génétique bourgeoise. Il a même fait mettre au goulag et assassiner par Staline Vavilov, le grand généticien soviétique. Bien aujourd'hui, si vous voulez, Lysenko, ce sont les partis de droite. Et indirectement, c'est un peu chacun de nous, parce que on fait pas grand-chose quand même pour le climat. Donc, si vous voulez, l'idéologie forcenée est passé du côté de pas mal de forces politiques, pas toutes j'espère, et en tout cas du côté de beaucoup, pas tous non plus, décideurs économiques. Mais en tout cas, les marchés, par définition, sont climato-sceptiques. D'accord. Cynthia, sur la crise de valeur? Alors, sur la crise de valeur, je dirais que, si vous voulez, moi je suis d'abord, par choix philosophique, humaniste, je défends ce qu'on appelle l'individualisme méthodologique. Donc, je suis un grand défenseur de ce qu'on appelle les droits de l'individu. Je pense que c'est une des questions clés pour comprendre ce qu'est un état de droit par rapport à d'autres régimes politiques. Donc, grand défenseur de l'individualisme méthodologique et grand défenseur de ce qu'on a appelé le libéralisme au sens premier du terme, c'est-à-dire voilà un mouvement qui essaye de consolider les libertés individuelles et les libertés collectives, etc. Donc ça, c'est un point essentiel parce que on peut pas nous faire ce mauvais procès. En revanche, sur tout ce qui fait que nous réduisons de manière absolument mortifère ce qu'est l'individualisme au sens de individuation, c'est-à-dire processus de construction d'un sujet qui apprend la liberté et donc bien évidemment aussi le système de responsabilisation qui va avec et le système d'interdépendance choisi qui va avec, parce que c'est ça, la liberté. Et nous transformons ça en égocratie ridicule, illusion de toute puissance. Là, pour le coup, c'est là où je fais un pas de côté. Et c'est vrai que cette crise morale, elle est d'abord dans ce réductionnisme et la manière dont nous recouvrons littéralement la notion d'individualisme par celle-ci que je viens de nommer, au lieu de l'emmener vers le côté de l'individuation, où les relations intersubjectives, bien évidemment la question d'une articulation entre ce qu'on appelle la liberté négative, c'est-à-dire le fait de ne pas nuire à autrui, d'être entre guillemets sans entrave tant que, et puis la liberté positive plus articulée à la question d'un bien commun, et donc des réciprocités, je dirais, de construire des émancipations réciproques et non pas de construire mon émancipation sur le dos de la non-émancipation de l'autre. Donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est comment on produit, non pas parce que une décroissance, moi je suis pas quelqu'un qui me met ni du côté de la collapsologie ni du côté de la décroissance, dans le sens où la croissance, elle doit être pensée, voilà, de façon réciproque. Ça doit être des croissances choisies à tel ou tel endroit. Ce n'est pas de la croissance qui équivaut à de la prédation, à de l'extraction permanente et au fait d'avoir aujourd'hui des externalités négatives qui sont absolument tonitruantes. Donc, cette crise morale, elle vient aussi d'une mauvaise compréhension, si vous voulez, d'une vision totalement caricaturale, stupide de ce qui fait les valeurs profondes aussi, et de l'humanisme et de la démocratie. Donc déjà, voilà, il faut arrêter de se faire voler d'une certaine manière les mots simplement par leur dérive néolibérale. Le libéralisme n'est pas le néolibéralisme comme on voit aujourd'hui lié au capitalisme totalement dérégulé. Et en revanche, alors est-ce que
si vous voulez, la vérité psychologique des êtres, elle est multiple, ambivalente, et quand vous regardez aujourd'hui le monde, vous avez à la fois, ce qui est comme toujours, le pire, au travers de différentes valeurs dévoyées, et puis bien évidemment le meilleur, avec des gens qui sont déjà dans une volonté de faire autrement, mais qui en revanche n'arrivent pas à trouver les leviers collectifs pour faire que ces choix individuels qu'ils sont prêts à faire soient plus durables et viennent peser pour une modélisation collective. Et c'est ça, je dirais, la complexité. Alors, pourquoi c'est compliqué? Pourquoi ce passage à l'échelle est compliqué? Parce que nous ne pouvons pas faire du passage à l'échelle comme nous l'avons fait par le passé, c'est-à-dire par la massification. Parce que dans la massification, il y a à la fois, je dirais, c'est un pharmacone, c'est-à-dire il y a à la fois le remède et en même temps il y a le problème. Donc on ne peut pas faire de la massification. Or, bien évidemment, vous comprenez bien que quand nous sommes plus de 7 milliards sur cette planète, faire de la montée en généralité sans massification, ça demande une sophistication de la décentralisation, du déploiement, de l'endogène, de la reterritorialisation, des timings des uns et des autres, qui est extrêmement compliqué. Et ça, pour l'instant, nous n'avons pas encore développé des outils qui nous permettent, je dirais, d'avoir des vrais impacts collectifs à partir de nouveaux choix individuels. Et donc, résultat, on subit les anciens choix qui étaient ceux des grands groupes qui fonctionnent aujourd'hui sur des logiques industrielles dévoyées, et nous perdons pour l'instant ce rapport de force que nous n'avons pas encore mis en place. Alors, vous avez un peu évoqué, Cynthia Fleury, les origines de la crise. Moi, je suis un grand naïf. Comment, après les Lumières et la notion de progrès, on a pu arriver à un tel désastre sur les valeurs écologiques, alors que les gens qui nous dirigent ont quand même des relations avec vous, les philosophes, ou ont eu des relations avec les philosophes? Comment on arrive à un tel constat d'échec aujourd'hui? Je crois que pour le coup, même si on simplifie en disant ça, mais disons la part et l'importance qu'a pris l'économie, notamment l'économie classique, qui s'est ensuite traduite sous forme de néolibéralisme, a fait qu'on a voulu ériger en critère social une unique valeur, celle de l'enrichissement matériel, et en général très sélectif, hein, très très peu partagé. C'est la différence, si on veut, entre libéralisme et néolibéralisme. Cela dit, comment dire, parlons 2 secondes hein, du libéralisme. Moi, je suis ici d'où je vous parle à Lausanne, c'est la ville de Benjamin Constant. Tout le monde connaît son magnifique discours de 1819 où il opposait la liberté des anciens à la liberté des modernes. À l'époque, lui paraissait absolument cardinal le fait que chacun puisse décider de son mode de vie. Et aujourd'hui, c'est absurde. En 1819, j'aurais totalement suivi Benjamin Constant. Un siècle et demi après, même plus, on ne peut plus du tout dire ça, tout simplement parce que l'on sait très bien que nos modes de vie, et plus exactement les flux de matière, les flux d'énergie qui sous-tendent nos modes de vie, sont la cause principale. Il y en a une autre qui est la démographie pour la biodiversité, mais pour l'ensemble des autres destructions, c'est vraiment nos flux de matière et nos modes de vie. Donc en d'autres termes, c'est un surcroît de richesse qui nous tue. Tout ce qu'a toujours enseigné la philosophie et les religions, c'est que la richesse n'était pas une fin en soi, c'est un moyen. Et c'est un moyen qui doit savoir être en quelque sorte arrêté à une sorte d'optimum. Et donc en fait, mon point de désaccord avec une philosophie de type libéral, c'est que pour moi, on ne peut plus du tout laisser à l'individu le choix du substrat matériel de ses modes de vie. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'on doit le laisser à une espèce d'autorité arbitraire. Alors d'une part, c'est pas arbitraire, on a des connaissances qui nous permettent de fonder ça, mais on doit, Cynthia a fait allusion tout à l'heure, on doit y passer de ce côté-là à la liberté négative, c'est-à-dire effectivement ce que le gouvernement ne touche pas, hein, la part où j'ai une liberté indéfinie, sans doute absolue, mais au moins indéfinie, à la liberté positive, c'est-à-dire celle qui est construite collectivement. Et effectivement, on devrait limiter collectivement, par exemple par la voie référendaire, hein, nos
et indiquer et buter nos modes de vie. Ça, c'est ce qui est au cœur des 35 propositions là qu'on a fait circuler il y a une dizaine de jours avec la question des quotas. Mais ça laisse intacte la liberté de culte, la liberté de penser, la liberté de presse, les autres héritages fondamentaux du libéralisme, auxquels je tiens pour ma part comme à la prunelle de mes yeux. Je ne suis pas antilibéral en tout, pas du tout. On est maintenant confronté à des conditions qui sont totalement nouvelles. On peut, alors, être néolibéral, non, ça nous conduit à la ruine, puis c'est une simplification extrême des critères de choix au sein d'une société, mais on ne peut plus non plus conserver la totalité de l'héritage libéral, mais il faut qu'on sache en conserver la partie qui nous a vraiment fait aller de l'avant. Hein, ça, je crois qu'avec Cynthia, on est à peu près d'accord sur ce message. Oui, alors moi je vais être dans le même sens. Alors, à ceci près que j'ai souvent dit, d'ailleurs, en reprenant pareil, parce qu'on reprend tous nos fondamentaux et le texte de Constant, j'ai souvent dit qu'il fallait réinventer la liberté des modernes. Et réinventer la liberté des modernes, ce n'est pas retourner à la liberté des anciens. De fait. Donc, réinventer cette liberté des modernes, ça veut dire que nous sommes, et on s'est retrouvés souvent, Dominique et moi, sur la question, par exemple, de dépasser aujourd'hui et de combiner la représentation avec la participation politique. Pourquoi ? Alors qu'on a bien évidemment, en héritier de la liberté des modernes, toujours considéré que la représentation politique avait été une conquête. Encore une fois, ça avait été une conquête et non pas une confiscation. Une conquête parce que justement, chacun peut avoir la possibilité de ne pas aller aux affaires publiques, alors que c'est une obligation dans la liberté des anciens. Et parce que je décide de ne pas aller m'occuper des affaires publiques, je n'en perds pas mes droits en tant que citoyen. J'ai toujours les mêmes droits. Donc, ouais, c'était une conquête fondamentale. Et on voit bien aujourd'hui que, voilà, il y a nous butons sur des points d'insuffisance pour que cette représentation politique soit plus efficace. Ça ne veut pas dire qu'on l'abolit. Ça veut dire qu'on doit aller vers justement une combinaison entre participation et représentation. De la même façon, on a à tort cru que voilà, il fallait valoriser le maximum alors qu'il faut valoriser l'optimum au sens de quelque chose qui, à un moment donné, produit une stabilité, une durabilité, une soutenabilité. Et ça, c'est un enjeu très aristotélicien, si j'ose dire, c'est-à-dire de comprendre que nous sommes l'état de droit dans des principes d'indivisibilité des principes. C'est hallucinant d'ailleurs, si vous voulez, que l'état de droit se plie à l'obligation d'indivisibilité des principes et pas l'entreprise, qui est dans l'état de droit. Je ne sais pas si vous voyez le délire absolu, puisque l'entreprise ne se plie pas à l'obligation d'indivisibilité des principes, puisque quand elle dit « mon principe premier, c'est le profit », elle ne se plie pas à l'indivisibilité des principes, qui est de dire non, c'est le profit et tout le reste. Et donc, il y a indivisibilité de la même façon que l'état de droit. L'état de droit ne peut pas dire, sauf en régime d'exception, et il faut faire très attention à ça, c'est la sécurité d'abord avant la liberté. C'est impossible. Ce n'est pas ça l'état de droit. C'est ça qui est compliqué. Mais donc, et on a fait ce truc extraordinaire de permettre aux entreprises de créer comme une espèce d'îlot de dérégulation totale, de dessaisie de l'utilité sociale, du rapport à autrui, de la prise en considération des limites biosphériques, etc. Il y a un principe de réalité biosphérique, si vous voulez. C'est quand même hallucinant que le libéralisme s'est détaché de ce principe de réalité biosphérique. Et il ose ce libéralisme, ce néolibéralisme, pardon, parce que j'ai trop de respect pour le libéralisme, mais il ose ce néolibéralisme nous parler, encore une fois, de rationalisme, etc., en faisant ce choix qui est purement illusionniste. Bon, donc c'est ça qu'il faut faire. Et tout le souci, c'est que moi, je suis très, très attachée, si vous voulez, au consentement des individus, parce que je pense que c'est une grande conquête. Et s'il faut prendre plus de temps pour produire ce consentement, je prends le risque de ce plus de temps. Mais c'est vrai que je vois bien aujourd'hui que, alors aujourd'hui, je dirais que le problème n'est pas du côté sincèrement des individus, parce qu'on voit très clairement, et ce n'est pas un effet juste de déclaration, c'est un effet, moi je le vois avec les patients, avec les enfants, etc. Vous avez un changement presque évolutionniste éthique. Le cercle de l'éthique s'est étendu.
il s'est ouvert. En revanche, le sentiment d'impuissance devant les grandes entités qui ont pris la main sur ce monde et auxquelles nous avons donné par des choix politiques énormément de pouvoir, de fait créer un sentiment d'impuissance et de se dire bon, à quoi bon, et je n'y arriverai pas. Donc comment c'est vrai, comment se ressaisir d'un rapport de force supérieur, c'est une question extrêmement compliquée. Et sans doute faut-il utiliser ces moments de crise où tout de même il y a un effet de conscientisation. Alors encore une fois, cet effet de conscientisation, il se passe de façon sémantique. Hein, on n'a jamais vu les plus belles déclarations que dans ces périodes. Est-ce que du sémantique à la réalité politique, on va y aller? Voilà, ça c'est l'enjeu. Et c'est vrai que il faudrait presque obliger, si vous voulez, dans ce moment d'état d'exception, il faudrait obliger quasiment le Parlement à prendre des décisions qui viennent valoriser les choix qui sont dits et qui ne sont pas faits. Je pense notamment à la revalorisation des salaires de tel ou tel métier. Je pense à des plans d'investissement massifs sur tel ou tel service public par rapport aux hôpitaux. Je ne fais dire que, je ne redis là que ce qui a été dit, hein, mais ça ne passe pas l'étape du test de crédibilité parlementaire. Autant le Parlement est immédiat et saisi pour basculer dans l'état d'exception, autant, très étonnamment, le Parlement n'est pas saisi pour dire tout d'un coup, vous savez, là, il faut une loi, tant pis, importante sur la revalorisation immédiate de ces salaires. On pourrait le faire. On ne le fait pas. On pourrait le faire. Alors justement, vous avez déjà mis un pied dans le monde d'après, Cynthia. Alors, vous l'avez évoqué, Dominique Bourg, tout à l'heure, vous avez publié un manifeste avec 35 propositions. Vous pouvez, alors pas rebalayer les 35, mais nous dire quel est, selon vous, le monde idéal de demain? Alors, on va rester. Il y a beaucoup d'internautes qui nous disent soyons concrets. Ah oui, alors là, le plan, je dois dire, était patent. On a des propositions qui sont extrêmement concrètes. Premièrement, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui détruit l'habitabilité de la Terre par l'espèce humaine, mais aussi les autres espèces, ce sont nos flux d'énergie et nos flux de matière. Tant que vous avez un marché ouvert, vous ne contrôlez pas ça. Et c'est la raison pour laquelle tout le progrès technique aujourd'hui ne nous amène pas à réduire nos flux, mais au contraire à les augmenter. Si vous regardez ce qui se passe sur le front de l'énergie, vous avez en gros 2% d'énergie d'origine non fossile et renouvelable, pas la biomasse, ni l'hydraulique. Et ça n'a jamais fait que s'ajouter aux autres énergies qui n'ont cessé de voir leur consommation augmenter. Donc en fait, on n'a jamais substitué quoi que ce soit au moindre gramme de carbone. Et si on veut changer ça, nous, ce qu'on propose, c'est de s'en prendre aux consommations finales, et c'est de caper, de plafonner les consommations finales par des quotas. C'est pas très poétique, mais ça serait extrêmement efficace. Et si vous faites ça, petit à petit, vous allez drainer derrière vous toute une réorganisation de tout l'appareil de production. De façon aussi très concrète, si vous voulez, vous savez que la ville de Paris s'attend à ce qu'il fasse 50 degrés, je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, au détour du siècle. Vous imaginez que c'est pas la 8G et l'iPhone 15 qui vont être très très utiles quand il fera 45 degrés à Paris pendant plusieurs semaines et que la température redescendra à 38 durant la nuit. Donc en fait, il faudrait qu'on passe d'une production de petits objets. Alors, il en restera des petits objets, mais ils doivent être modulables, beaucoup plus durables, sans doute plus esthétiques, plus ergonomiques, mais enfin voilà. Mais on va devoir réorienter nos forces de production plutôt vers les infrastructures. De même, en termes d'agroécologie, si vous voulez, l'agriculture aujourd'hui, c'est au minimum 10 calories fossiles pour produire une calorie alimentaire, quand ça n'est pas 30. Et comme vous le savez, sur le pétrole conventionnel, ça fait 15 ans qu'on est sur un plateau. Et le non conventionnel est beaucoup plus polluant. Et puis, il n'a pas la même profondeur d'exploitation. Et puis, en plus, vous le savez, ça détruit le climat. Donc, en fait, il faudrait passer très rapidement à une agroécologie. Ça suppose qu'on modifie des choses très précises sur la question des semences,
sur la possibilité de retour aux variétés anciennes, à libérer le commerce des semences. Ça suppose aussi qu'on intervienne sur les SAFER, sur les droits de propriété agricole, etc. Ensuite, on a proposé beaucoup de choses en termes institutionnels. Et là, alors notamment, effectivement, si vous voulez, quand vous voyez la manière dont l'Allemagne et la France gèrent la crise, très sincèrement, il n'y a pas photo. Nous, on a un président de la République qui annonce à ses ministres, 13 minutes avant de les prononcer, les mesures qu'il va prendre. C'est ridicule. C'est les Jupiter, vous avez vu à quel niveau de confiance de la population il se trouve. Il est nécessaire qu'on revienne à un régime parlementaire et non pas qu'on supprime la représentation, Cynthia l'a bien dit, c'est fondamental, mais comment on peut, mais là, un biais de court terme, et c'est nécessaire, on ne peut pas en vouloir à nos parlementaires, mais comment on rééquilibre, comment on crée un contrepoids à ce biais de court terme. De manière générale, comment on réintroduit dans la prise de décision publique nos connaissances scientifiques et plus généralement tout ce qui va concerner le long terme. Donc là, on a fait des propositions très précises, etc. Si vous voulez, ces 35 propositions, c'est en fait un ensemble de propositions cohérents, une espèce d'idéal, évidemment, on n'est pas naïf, pour un changement de civilisation qu'on amorcerait réellement sur 10 ans. 10 ans, c'est le pas de temps qui nous reste si on ne veut pas exploser les 2 degrés qu'on aura en 2040. Et si on explose les 2 degrés en 2040 et si on arrive à 3, 5, 4 degrés, je vous rappelle qu'une grande partie de la Terre devient impropre à l'habitat humain. C'est clair. Alors moi, je veux bien qu'il y ait un marché, je veux bien qu'il y ait des actionnaires, je veux bien qu'il y ait des gens qui détiennent des actifs pétroliers énormes et que toute la finance mondiale soit ça, mais ces gens vont nous faire crever. Que la chose soit claire et simple. Et effectivement, j'ai vu passer la certaine question, si vous voulez, faire de la politique au sens noble du terme, ça n'a rien de dégoûtant, il faut arrêter avec ces âneries. La politique, c'est ce qui va permettre de passer de la petite échelle à une plus grande échelle. Et dans la proposition de troisième chambre qu'on émet, un des rôles de cette troisième chambre, c'est d'aller voir sur les territoires les innovations intelligentes des acteurs, pour effectivement proposer ensuite des mesures qui leur permettent de changer d'échelle. C'est une façon où le top-down et le bottom-up vont complètement ensemble. Et donc, voilà, simplement. Mais l'idée, si vous voulez, nous autres modernes, on s'est mis en tête qu'on devait sortir de la vallée des larmes, pour reprendre l'expression biblique. Et pour sortir de la vallée des larmes, on a cru que la seule chose qu'il convenait de faire, et on a ça très clairement, par exemple, chez un Hobbes, c'était précisément d'accroître nos moyens, d'accroître nos richesses matérielles. Et on a fini par en faire une obsession et par avoir, si vous voulez, des choix politiques et sociaux avec un seul critère. Et ça nous conduit ça nous ramène pas à la vallée des larmes, mais ça nous ramène à un désert, c'est-à-dire une terre sans vie. Alors, avant de détailler peut-être ces 35 propositions avec Cynthia, je vous ai vu sourciller, Cynthia, sur les quotas. Comment on articule la notion de quota et de libéral de l'individu que vous avez développé tout à l'heure? C'est extrêmement difficile, bien évidemment. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, c'est tout un enjeu culturel, c'est tout un enjeu de comprendre demain la juste articulation, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, entre une liberté négative et une liberté positive, parce que bien évidemment que le quota est une mesure contraignante, hyper contraignante. Et donc l'enjeu, c'est de voir en fait quel est le coût et les bénéfices collectifs et comment on arrive à ressentir que ça vient à la fois nous protéger sur la durabilité et pas simplement parce que c'est ça, si vous voulez, nous sommes encore dans des arbitrages et c'est pour ça que c'est compliqué. Nous sommes encore dans des arbitrages où certaines personnes ont le sentiment qu'elles peuvent encore vivre leur manière de vivre sur le dos des autres. Et c'est vrai. C'est hélas vrai, pas pour éternellement, mais c'est hélas vrai en termes générationnels. C'est pas impossible que ma génération ou celle qui est avant moi, c'est sûr, mais c'est pas impossible que même la mienne le fasse. Pourquoi ? Parce que nous sommes nés dans tel ou tel endroit. Et c'est d'ailleurs ce que pense le président américain. Il dit le mode de vie des Américains n'est pas négociable. Et tant qu'il pourra tenir cela, jusqu'au mur, jusqu'à la catastrophe, il le fera. Et c'est ça qui est compliqué. Et donc tout l'enjeu, c'est qu'on ne veut pas aller vers une guerre, parce que ce sont des gens qui seraient capables de rentrer en guerre
pour maintenir cette illusion-là, parce qu'ils refusent de penser qu'un autre mode de vie est possible, alors que nous, les philosophes, les sciences humaines et sociales, nous savons que non seulement c'est un autre mode possible, mais qu'il est souhaitable. Pourquoi? Parce que l'accumulation de richesses ne provoque pas, malgré ce qu'on le croit, le bonheur. Ce qui provoque le bonheur, c'est un sentiment de justice sociale. Et le sentiment de justice sociale, aujourd'hui, il n'est pas là. Mais vous dites ça à des gens qui ont le sentiment d'être heureux et d'être bien portants, ils vivent ça comme un renoncement, comme un deuil, comme une régression absolue. Or, on va pas se mentir, si vous voulez, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, les élites, la responsabilité des élites, elle est immense dans cette, comment dire, dans la situation dans laquelle nous sommes. Nous ne sommes pas, c'est pas vrai que c'est que nous n'avons pas tous la même responsabilité, si vous voulez, par rapport à ça. Donc, c'est extrêmement dur, mais en même temps, voilà, c'est, je dirais, en termes de lutte contre la falsification des valeurs, c'est aussi, ça peut être une opportunité assez grandiose, hein, et de vivre ça au contraire comme un. Mais le premier réflexe, c'est de dire non, je n'en veux pas parce que bien évidemment, ça va me faire pénétrer dans un univers de la frustration. Et pour l'instant, vous me parlez frustration et je perçois tout ce que je perds et je ne perçois pas ce que je peux gagner. Et ce que je peux gagner, c'est quoi? C'est dans 10 ans, c'est dans 15 ans, c'est dans 20 ans. C'est l'antithèse de la manière dont nous réfléchissons aujourd'hui, avec un court-termisme, avec le fait que le principe de satisfaction doit être immédiat, vérifié, visible, etc. Bon, tout ça, c'est pour ça qu'il y a une entreprise éducationnelle, il y a une entreprise par la culture de transformation de la vision des choses qui est également importante. Sur la chambre du futur, moi j'avoue que je ne sais pas demain s'il faut une chambre, 2 chambres, 3 chambres. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que nous ne pouvons pas rester, hélas, parce que nous l'avons fait, dans le simple système qui produit une assemblée uniquement consultative. Nous le voyons. Nous avons produit des assemblées consultatives, nous avons même un très bon niveau. Prenons la conférence climat, hein, qui a produit véritablement un travail, mais vraiment excellent, absolument pas utopique, très mécano. On va pas dire ici, mais ça passe vraiment par le thermique, les passoires, les ceci, le ça. Il y a un côté très très pragmatique, mécano, etc. Bien évidemment, la conditionnalité obligatoire écologique pour telle ou telle subvention. Si vous voulez, on tombe quand même de sa chaise lorsque l'on voit encore que l'État subventionne des techniques qui ne sont pas écolo-compatibles. C'est ahurissant que, si vous voulez, des privés fassent ce choix encore, mais que l'État fasse ce choix, ça n'a aucun sens. Aucun. Bon, donc si ce n'est éventuellement des problématiques de conflit d'intérêts. Donc ça, c'est aussi un autre problème ou alors il faut peut-être aller de façon plus dure sur la réalité de consanguinité, de problématiques de corruption démocratique latente, etc., qui sont d'ailleurs conscientes ou inconscientes. Parce que bon, donc je termine juste sur donc ça. Je pense qu'aujourd'hui, on sait qu'on doit combiner. On doit combiner les systèmes. On doit faire pas du tout que du tirage au sort. Ce n'est pas possible. Mais on doit faire une partie en tirage au sort pour avoir véritablement un bottom-up, si vous voulez, une vérité clinique de l'application des principes. Sinon, on continue à édicter des principes et on passe à côté de la faisabilité de ces principes. Donc, on doit avoir du tirage au sort, on doit avoir des experts parce qu'on doit avoir une montée en compétences en termes scientifiques. Mais on ne peut pas avoir que des experts. C'est pas possible parce qu'on ne va pas avoir un ordre, comme disait notre ami Consponville, un ordre sanitaire. On ne va pas avoir un ordre des experts à la place de la démocratie. Donc, on voit qu'il faut sophistiquer, si vous voulez, notre outil pour avoir une rationalité publique qui est plus à même de faire des choix informés et en même temps plausibles, avec de la technique. On a de l'intelligence collective tout à fait efficace, mais en revanche, il faut un effet contraignant. Et ça, cet effet contraignant, aujourd'hui, on ne l'a pas. On reste encore et encore dans le consultatif et c'est hélas insuffisant. Et avant de revenir sur cet aspect… une 6e République, hein.
Oui, donc là, il y a beaucoup de questions sur la Sixième République, effectivement, mais avant de revenir sur l'aspect Sixième République et contraignant, Dominique Bourg, quand même une question. Donc les quotas, vous les avez proposés en France, mais est-ce que si on n'a que des quotas en France, on n'est rien finalement dans l'émission de gaz à effet de serre dans le monde? Il faudrait l'imposer au niveau mondial. Oui, Ben, ça c'est clair. Mais en général, on s'arrête là, on dit bah oui, voilà. puisqu'il faut Oui, mais l'imposer je suis là pour poser les questions aussi. au niveau local. En fait, moi j'ai choisi l'œuf, d'autres ont choisi la poule, mais en tout cas, il faut bien trancher. Et donc non, ça ne se fera que si ça se commence déjà à se faire unité. Alors, une bonne unité, si vous voulez, géographique à l'échelle planétaire, serait l'Europe. Hein. Serait l'Europe. Alors attention, les quotas, c'est progressif. Cela dit, vu la situation, en fait, les quotas, c'est jamais que du Elinor Ostrom. Hein. C'est simplement, on a un commun, on a un commun planétaire, voilà, et on a un commun planétaire qui est complètement hyper pâturé. Et nous autres, les bonnes vaches, on va crever. Donc, une fois qu'on a compris ça, on sait très bien ce que ça signifie. Toute la difficulté, c'est ce que disait tout à l'heure Cynthia, c'est en fait la difficulté aujourd'hui, c'est que si vous voulez, une politique écologique, ça peut pas être une politique dictatoriale. Un dictateur, il est fait pour protéger la consommation d'une élite. Or, en fait, justement, ce sont les élites qui détruisent. Donc, vous pouvez pas avoir de dictature écologique. Tant que vous allez protéger la consommation des plus riches, vous détruirez le système Terre. Donc, en fait, l'écologie, c'est très dur parce que ça exige que chacun soit intelligent. C'est quand même un programme difficile. Quand on voit ce qui se passe dans certains pays aujourd'hui, on se dit qu'on n'est pas au bout de nos peines. Mais c'est ça. Sans ça, on n'y arrive pas. Il faut qu'on arrive à comprendre. Et alors, vous allez dire, on est complètement utopiste si vous demandez que tout le monde soit intelligent, mais vous pensez à quoi? Ben non, en fait, on a tous une certaine forme d'intelligence et ce qui nous arrive, les signaux qui nous arrivent de l'extérieur. Là, vous avez vu la pandémie, eh bien, du jour au lendemain, les politiques n'ont pas hésité à transformer l'économie mondiale en chien de chasse à l'arrêt. Eh bien, pourquoi? Pas par générosité. C'est parce qu'ils ont très vite vu les courbes et ils ont vu que s'ils faisaient rien, ils allaient avoir sur le dos une mortalité massive avec des hôpitaux détruits et que ça allait se finir au pénal. Le gros problème avec l'environnement, c'est que le climat, dans 20 ans, je vous disais tout à l'heure qu'on était déjà certain, enfin à peu de choses près certains, d'avoir une température moyenne en 2040 de 2 degrés, tout simplement parce que quand vous injectez des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ils n'expriment immédiatement qu'un tiers de leur pouvoir de réchauffement. Les 2 autres tiers, ça va se faire au gré des décennies. Donc on sait qu'avec ce qu'on a déjà émis, on aura effectivement 2 degrés en 2040. Donc si je prends une responsabilité aujourd'hui, bah, mes effets seront plutôt sensibles dans 20 ans ou dans 30 ans. Donc vous voyez qu'ils ne font rien. Simplement, le problème, c'est que, je vous l'ai rappelé aussi tout à l'heure, c'est que les gens commencent à voir que le climat change, commencent à voir que les animaux, les insectes disparaissent autour d'eux. Et on voit bien qu'il y a une bascule culturelle qui s'est faite. On l'a vu en France. Hein, c'est d'ailleurs une des tribunes, des chroniques que j'ai passées à Kaizen. Bah, vous avez 3 sondages qui vous montrent vraiment que il y a une bascule culturelle qui a eu lieu. Culturellement, on a déjà gagné la bataille, mais simplement ça n'innerve pas ni en matière politique ni en matière de comportement. Mais il y a déjà cette bataille qui a gagné. Donc c'est pas fini. De toute façon, on n'a pas d'autre chose à faire que ça. Alors allons-y jusqu'au bout. On verra bien si on gagne ou si on gagne pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si on gagne pas, au bout du compte, il n'y aura aucun. Ça, on est tous d'accord, Dominique Bourg. Mais je voudrais juste dire un point sur le côté méthodo et voilà. Il est clair que une méthodo n'est pas exclusive d'une autre et qu'il n'y a pas telle ou telle chose ne détient pas la solution. Hein, ça c'est hélas voilà. En même temps, c'est une bonne nouvelle parce que je le dis souvent, mais avant de mourir, il faut s'occuper. Donc, je dirais que pour le coup, il y a matière à s'occuper et à faire des choses. Je le dis, mais en rigolant, mais pas tant que ça non plus, si vous voulez. Il y a un programme. Tous ceux qui se plaignent de considérer que, mon Dieu, il n'y a pas de commencement historique pour notre génération, que c'est la fin de l'histoire, etc., on leur dit, eh ben non, c'est le début de l'histoire. Hein. Et aujourd'hui, aller traverser cette époque dite anthropocénique, de la façon la plus humaniste possible, ça produit une histoire et ça produit un commencement et il faut nous en saisir. Donc, moi, je pense vraiment que là, il y a un chemin, une aventure existentielle grandiose. Pour tous ceux qui disent, mon Dieu, mais il faut que ça se passe au niveau international. Oui, mon capitaine, passons. Il y a plusieurs manières plus simples. Il faut attraper des échelles qui sont possibles. Parfois, c'est un quartier.
On l'a fait, un écoquartier. Parfois, c'est une ville, parfois, c'est une biorégion. Et il va falloir pousser. Il va falloir pousser, si vous voulez, pour attraper des champs comme ça de territoires plus grands. Nous sommes dans une problématique sur une éventuelle mutualisation de la dette au niveau européen entre 3 pays, la France, l'Italie et l'Espagne. Très bien. Si on fait ça, il est évident qu'il faut produire à côté une conditionnalité de écolo compatible et de transformer à 3 nos politiques publiques par rapport à un certain type d'investissement, etc. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas de dire c'est tout ou rien. C'est pas tout ou rien. C'est peut-être la France que seule dans un premier temps, mais en fait, non. Assez rapidement, vous allez voir qu'il y a d'autres pays et après, ça fonctionne dans des rapports de force comme toujours. Et ces rapports de force, ils structurent notre vie. Hein, ce sont les luttes sociales qui ont structuré notre vie, nos vies par le passé et nos vies aujourd'hui. Donc, il faut travailler sur tous les échelons en même temps. C'est pour ça que quand j'avais dit il faut créer des temps citoyens, c'est-à-dire permettre le financement de temps, une modélisation économique pour que chacun puisse, s'il le désire, parce que encore une fois, c'est s'il le désire, s'il le peut, etc., donner de son expertise, de son temps à la mobilisation citoyenne publique, c'est-à-dire de venir construire cette expertise, ces nouveaux outils pour que une région bascule dans une biorégion, etc., ben, il faut le faire. Et ça, on va le dire clairement, moi je passe pas 30% de mon temps tous les jours dédié à la citoyenneté capacitaire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Or, le monde de demain va peut-être demander que notre génération, nos générations d'actifs là, se mobilisent dans cette question de liberté positive, dédient un certain type de leur temps à ce système-là. Et d'abord, dans un premier temps, de façon proactive, sans avoir nécessairement, de fait, ces temps citoyens qui existent déjà, même si moi, et d'autres, hein, nous nous bagarrons et que déjà, il y a des expériences ici ou là dans les entreprises. Ce temps citoyen, je pense, parle à nos internautes, mais il y a 2 choses qui nous mettent en action. C'est à la fois le récit et la dopamine, qui sont sur 2 axes différents. Or, là, on est plutôt sur de la frustration. Donc, comment on passe d'un discours plutôt qui va titiller la frustration sur un discours plus positif, avec un récit positif, comme l'a un peu évoqué rapidement Cynthia Fleury, et surtout aller susciter l'hormone du bonheur qui est la dopamine. Comment on passe d'un discours un peu négatif à un discours plus positif sans être dans le monde des bisounours, Dominique Bouhan? La dopamine, comme le montre notre ami Beller, hein, ça s'oriente aussi. Et en fait, on a un défi énorme devant nous. Et on peut très bien l'imaginer, si vous voulez, que on satisfasse le côté dopamine par une saine émulation dans la manière de reconstruire nos sociétés. Imaginez par exemple, et certaines villes, par exemple en Allemagne, commencent déjà, imaginez ce qu'il va falloir faire pour que dans 20 ans, nos villes soient simplement habitables. C'est un changement des infrastructures urbaines gigantesque. Et donc, vous pouvez… Alors là, pour le coup, en matière de dopamine, ça va y aller. Parce qu'il va falloir essayer de faire de manière inventive, de faire en emportant le maximum de gens avec soi, d'arriver à des résultats, etc. En fait, encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit rentrer dans une nouvelle civilisation. La civilisation dans laquelle on était, c'était enrichissement individuel au prix de la destruction de tout ce qui était commun. Ça, on sait où ça mène, c'est une catastrophe. Et on a ces États-Unis qui sont vraiment, si vous voulez, le pire modèle qui soit dans le genre. Ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est régénérer la nature. C'est la tâche de notre génération, régénérer la nature et savoir retrouver une certaine forme d'équilibre entre les aspects intérieurs et la satisfaction externe, les aspects spirituels. Ça, c'est vraiment disons, notre objectif majeur. Alors, on peut s'y essayer à petite échelle, on peut s'y essayer individuellement, mais on arrivera à un résultat que lorsque, dans le pluralisme des manières de faire,
on va l'étendre à un niveau social. Donc là, de ce côté-là aussi, vous pouvez avoir une saine émulation. Je parle pas de compétitivité, je parle d'émulation. Quand il y a émulation, on regarde ce que l'autre a fait. Quand l'autre a fait quelque chose de très bien, on ne le récuse pas parce que c'est l'autre qui l'a fait. On dit, ah ça c'est génial, je le fais soi-même. Et ça peut très bien marcher avec la dopamine. Si vous voulez, on peut détourner ce mécanisme qui pour le moment nous a fait aller vers une espèce de consommation d'abrutis, vers quelque chose de plus sophistiqué et de plus intelligent. Maintenant, oui, on a besoin de récits. On a besoin de récits, on a besoin d'artistes, on a besoin d'écrivains, etc., qui sachent nous faire rêver avec cette nouvelle direction, qui sachent nous l'illustrer, qui sachent nous la montrer. Voilà, moi je n'ai pas ce talent, mais il y en a plein qui ont ce talent-là, et je compte bien sur eux pour qu'ils nous dessinent des futurs désirables. Oui, pour aller dans le même sens. D'abord, il faut sortir aussi de la fausse compréhension du darwinisme. Le darwinisme, mal compris, fait uniquement la part belle à la compétition et à la sélection naturelle, etc., etc. Le darwinisme, un petit peu plus mieux compris, comprend que non, il y a deux logiques qui sont toutes les deux tout aussi naturelles, qui sont la logique de compétition et puis la logique de coopération. C'est-à-dire qu'il y a très clairement, toute la biologie évolutionniste le dit, l'a prouvé. Donc c'est pas il y a une vérité d'une dimension primaire, archétypale, vous l'appelez comme vous voulez, naturelle, de la coopération chez l'homme et qui produit donc de la dopamine. C'est pour revenir là. C'est-à-dire que quand l'homme se sent utile socialement, ça le renarcissise, ça lui fait du bien et ça anime le circuit de la récompense. C'est un fait, c'est prouvé. Et en revanche, c'est soit inhibé par ensuite nos éducations, soit au contraire valorisé. Donc il y a tout un pan à retravailler autour de nos éducations, ça c'est certain. Mais il y a aussi un pan, parce que le cerveau est plastique et on sait très bien que si tout d'un coup on décide demain de revaloriser telle ou telle donnée, le cerveau, il va suivre, il va se reconditionner, et il va se mettre dans cet état d'avoir du plaisir dans l'aide, dans la coopération, dans le sentiment d'utilité, dans le sentiment de construction et pas dans le sentiment éphémère, court-termiste. À l'inverse, vous avez des gens qui profondément trouvent que la dopamine version addiction est terriblement anxiogène parce qu'ils savent très bien que c'est un système maniaco-dépressif, c'est-à-dire qu'il y a une montée très haute, il y a un effet maniaque et il y a une descente derrière. Donc ça aussi, on a des revues de littérature, mais vraiment à en pleuvoir sur le caractère mortifère de ce plaisir qui est celui addictogène et qui en fait fragilise nos comportements, etc. Donc, pour le coup, ça, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué puisque le cerveau est capable de faire ça. En revanche, comment socialement nous avons quasiment évacué ça par nos vies de tous les jours, par du rationalisme gestionnaire dédié au profit, etc. Encore une fois, nous avons des choix collectifs depuis une trentaine d'années qui sont assez désastreux. Et donc aujourd'hui, il est temps de poser de façon collective un peu contraignante, voilà, tout en travaillant sur l'acceptabilité, tout en travaillant sur un contrôle démocratique de ces nouveaux choix qui vont être mis en place. Parce qu'on pourrait faire des territoires. On utilise très très peu le droit d'expérimentation. On pourrait faire des régions entières qui basculeraient dans le droit d'expérimentation. On ne le fait pas. Et on sait pourtant que quand même, ça rassure, si vous voulez, notre tolérance à l'incertitude. Nous n'avons pas les mêmes capacités de tolérance à l'incertitude. Et c'est vrai que lorsque nous voyons devant nos yeux, de manière très concrète, que tiens, tout d'un coup, un process se met en place, existe et délivre des points bénéfiques, ben c'est vrai que l'exemplarité, tout d'un coup, est plus facilement mimétique. Très bien. Avant justement d'aller vers les territoires, il y a quand même un point qu'on n'a pas encore évoqué depuis le début, c'est d'où on vient, et notamment le système patriarcal. Est-ce que dans la société qu'on imaginerait demain tous ensemble, il serait, pour faire simple, je veux dire, obligatoire de mettre un peu de féminin dans cette vision du monde? Dominique?
Ben, je vais commencer. Qu'est-ce que C'est une évidence, mais ça veut dire oui, quoi, c'est une une évidence, c'est évidence? le Enfin, système dans lequel on est. Je vais m'expliquer. On est quand même très tributaire de ce qui s'est passé au moment du néolithique. Alors, il ne faut pas non plus tout imputer au néolithique. Il y a probablement déjà aussi peut-être de l'esclavage avant, et peut-être aussi des conflits guerriers avant. Mais en tout cas, le néolithique nous a fait passer à un système patriarcal et hiérarchique, guerrier, et de lutte contre la nature. On a domestiqué des animaux autrefois sauvages, on a voulu domestiquer les terres, on a domestiqué les êtres humains, et la moitié mâle a voulu domestiquer la moitié féminine. Et on voit très bien ce que ça donne aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est une société extrêmement simpliste, on l'a rappelé plusieurs fois, et complètement unilatérale, qui avance alors très très rapidement en fait vers sa fin. Et donc effectivement, moi je vois ça. Alors un des endroits où ça m'épate le plus, c'est par exemple chez les peuples premiers et notamment chez les Amérindiens. On voit arriver depuis une vingtaine d'années toute une génération de jeunes caciques, des chefs femmes, des caciques avec 2 E, si vous voulez. Hein. Et c'est très étonnant. Si vous regardez dans les sociétés traditionnelles, vous ne le verrez pas. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, on voit qu'on se réinvente. Moi, j'ai encore beaucoup d'importance aux Amérindiens parce qu'en fait, on les a détruits, on a détruit leurs traditions, on les a convertis, on les a réduits à l'esclavage. Et depuis 20 ou 30 ans, ils se reconstruisent. Et en se reconstruisant, ils réinventent par certains côtés leur propre tradition. Et en ce sens-là, ils nous donnent un peu l'exemple et la voie à suivre. On doit nous aussi nous réinventer. Et je vous renvoie simplement à un livre que j'avais beaucoup aimé dans les années 90 de Pierre Thuillier, qui s'appelait La Grande Implosion. Thuillier s'imaginait écrire, voilà, des rapporteurs qui, dans les années 50, décrivaient l'effondrement des sociétés dans les années 90. Donc, vous voyez bien que la question de l'effondrement, elle est assez récurrente. Et justement, une des raisons de l'effondrement qu'il mettait en avance, c'était une surpondération du principe masculin, alors vraiment conçu à l'aune de la révolution néolithique. Et ça, je crois que oui, c'est quelque chose de très important qu'il va falloir travailler. Et on voit bien, si vous voulez, par exemple, pour ma génération, je suis des trois, là, je suis le plus âgé. Moi, quand je suis né, on était dans un monde où il y a encore beaucoup de femmes qui n'avaient pas le droit de vote, etc. Et dont les grandes institutions, c'était un monde quasiment uniquement masculin. Maintenant, j'arrive dans la dernière partie de ma vie, et je vois autour de moi, si vous voulez, dans les institutions, que c'est une réalité on n'est pas encore au bout du processus, mais qui a quand même été très largement infléchie. Et je vois, ne serait-ce qu'en tant qu'éditeur, arriver des talents, si vous voulez, féminins, qui sont beaucoup plus nombreux. C'est plus simplement Hannah Arendt et Simone Weil aujourd'hui, hein, ça pète de partout. Donc on voit, et ça, je dirais que c'est un des grands changements qu'on n'a pas tellement vu, qui s'est fait les dernières décennies, mais il y a un rééquilibrage en cours. Alors encore une fois, je sais bien qu'on est loin du compte, mais il y a un rééquilibrage en cours et qui me semble vraiment inséparable de, si vous voulez, d'une sensibilité beaucoup plus grande, et je dirais à la nature et à l'esprit. Et ça me semble en cours, et c'est un des rares trucs dans ces dernières décennies que je vois comme quasi unanimement positif. Cynthia, je vous laisse la parole, mais je vais juste prolonger par une petite question. Vous aviez beaucoup travaillé sur la notion du care. Est-ce qu'on peut associer le care à cette notion de féminin dans une vision de demain, en fait, du monde de demain? Alors, je voudrais d'abord dire que je suis la dernière responsable dans cette affaire que d'être une femme. Hein. Que ça se sache bien. Donc, hein, voilà. Donc, c'est vrai qu'est vrai. comme dirait l'autre, si j'avais su. Bon, donc, mais cela dit, blague à part, moi, je suis un grand défenseur de l'universel. Un grand défenseur de l'universel, ça veut dire que je pense que chaque être humain a un accès direct, intégral à l'humanisme, qu'il soit homme ou qu'il soit femme. Ça, c'est voilà. Donc, je suis un grand défenseur de l'universalisme
abstrait, mais je suis aussi un grand défenseur de l'universalisme concret, au sens où il y a des tests de crédibilité et que, hélas, à un moment donné, oui, il est important de vérifier si vous avez ceux qui se présentent comme universels, si c'est réellement de l'universel ou si c'est simplement une puissance de domination. Et donc, résultat, ça nous oblige à aller toujours vérifier et à tester la diversité et en l'occurrence là, la parité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, la parité qui se joue derrière la question de l'universel. Et je ne mets pas au même niveau la parité et la diversité, parce que la diversité est quelque chose qui est encore... Et les combinaisons sont immenses, on ne les connaît pas toutes, elles vont toujours changer, elles ne sont absolument pas fixes. À l'heure d'aujourd'hui, je sais qu'il y a le troisième genre, il y a les queers, il y a tout ça, mais quand même, vaguement, on sait que l'humain, en tout cas quand il arrive, il y a en gros 2 genres et effectivement il y a les intersexes, mais jusqu'à présent ils n'ont pas encore produit, si j'ose dire, un troisième sexe, etc. Bon, tout ça pour dire que cette parité, elle est importante, ne serait-ce que pour un sentiment de justice distributive, et puis tout simplement aussi parce que on voit très bien que derrière le patriarcat, c'est pas que le rapport comme ça par rapport à ce qu'est une femme, c'est tout simplement des structures de domination, d'expropriation, de pillage, de confiscation, et qui sont absolument similaires avec la terre, on l'a dit encore et encore. Alors, c'est la même chose par rapport au care. Je ne défends absolument pas une approche genrée du care. Ça serait même, je dirais, mal comprendre ce qu'est le care, le prendre soin, la sollicitude, la considération, vous le traduisez comme vous voulez. Moi, je suis pas du tout dans ces débats-là de français, anglais, pas... Je comprends, hein, mais ça me parle très très peu. Donc, la question du prendre soin, c'est comment rendre capacitaire autrui et comment, au moment où je produis un geste, je me soucie aussi de l'homéostasie qui va être provoquée par ce geste. Je dis pas que ça doit toujours être le cas, hein, mais on doit commencer à, là aussi, à articuler plus liberté positive, liberté négative, etc. Bon, donc, pas d'approche genrée du care. Le care, c'est de comprendre que, en fait, la vérité de l'état de droit qui est arrivé historiquement après l'état de droit et qui s'appelle l'état social, est en fait la base de l'état de droit. Et je sais que c'est compliqué puisque c'est contre-intuitif. Vu que c'est arrivé après, on se dit, c'est tout le problème de la poule et de l'œuf. Vu que c'est arrivé après, on se dit que nécessairement c'est donc moins important. Or non, c'est ce qui est la matrice de soutenabilité de notre état de droit déclaratif. Et cet état social, il est structuré par ce qu'on appelle le prendre soin. L'éducation, la santé, la culture, la liberté de penser, l'attention. L'attention, c'est de la connaissance. L'attention aux choses, l'attention aux idées et l'attention aux êtres, c'est un même grand continuum des soins. Et ça, le jour où on comprend ça, on comprend quel est le ferment actif, encore une fois, de notre état de droit, et que c'est pas du tout quelque chose de superfétatoire, et c'est pas du tout quelque chose qui est dévolu aux femmes, ou à la naïveté, ou à la bienveillance des uns et des autres. C'est matriciel, et c'est véritablement la soutenabilité de tout notre système. Dominique, vous vouliez ajouter quelque chose ou non? Non, je suis complètement d'accord. Il ne faut jamais perdre de vue, comme le dit Cynthia, l'horizon d'universalité. Si le rééquilibrage s'inversait, ça ne serait pas un rééquilibrage et ça n'aurait pas d'intérêt. Et au-delà de la diversité des genres, il y a l'universel et c'est fondamental. Alors, on commence à esquisser une vision du monde d'après Covid, mais comment on bascule justement? Alors, on l'a évoqué tout à l'heure un peu en creux, mais est-ce que ce sont les citoyens, les politiques, une conjugaison des politiques, des citoyens? Est-ce que ça vient des territoires? Et j'ai lancé un petit sondage pendant qu'on parlait, et une petite majorité, mais une majorité quand même, ne croit pas au changement de société par les urnes. Est-ce que les philosophes que vous êtes craignez une révolution ou un mouvement social ou un mouvement de désobéissance un peu fort? Moi, de mon côté, j'appelle alors très clairement pour le climat à la désobéissance civile. C'est-à-dire, à votre niveau? Et je la pratique moi-même. Donc,
À mon niveau, c'est-à-dire je suis allé occuper des sociétés à Genève, je suis allé occuper une banque à Lausanne. Donc, non, je prends ça très au sérieux, la désobéissance civile. Maintenant, si vous voulez, j'ai envie de répondre à nos amis là, ben non, c'est tout à la fois. C'est-à-dire que si le changement ne vient que du haut, il se fera pas et c'est absurde, ou alors c'est une dictature et ça n'a aucun intérêt. Si le changement ne se fait que du bas, ben, en fait, il va rester, si vous voulez, cantonné. Et on atteindra, en écologie, on rigole pas, c'est l'ensemble des consommations qui doivent changer. Donc en fait, le seul changement possible, c'est si il y a des propositions politiques qui peuvent trouver un véritable appui, un véritable assentiment dans la partie, je dirais, la plus vive, montante de la société, etc., et en ne négligeant évidemment pas les autres. Et si vous voulez, le politique, c'est le point où on bascule en termes d'échelle. Donc il est totalement inévitable. Le changement ne se fera jamais qu'à l'échelle locale. Et donc voilà, mais l'un ne se fait pas contre l'autre. Soit ça se fait ensemble, soit le changement global, si vous voulez, s'appuie sur des forces vives et quand même un tant soit peu généreuses, et ça peut marcher. Et si ce n'est pas le cas, ben justement, ça ne marche pas. Donc, il n'y a pas à opposer les autres, à opposer les deux. Si vous voulez jamais entendre parler de politique, ben je suis désolé, on va tous crever. Parce que vous n'aurez jamais un changement d'échelle. Et ça, en écologie, qu'est-ce que ça fait que vous soyez génial dans un petit village? Si le monde entier autour de vous devient brûlant, qu'est-ce que vous allez faire dans votre petit village, dans votre éco-village? Rien. Donc, il faut bien comprendre que c'est les deux à la fois et qu'il faut arrêter de les opposer. C'est stupide, on n'a pas le temps à perdre dans ces enfantillages. Il faut absolument croiser les deux. Le politique, c'est quelque chose de noble, même si vous avez des ignobles qui s'en emparent. En soi, je suis complètement d'accord avec vous, mais aujourd'hui, on voit bien que ce sont des ignobles qui s'en sont emparés. Et comment, justement, tous ces gens dont vous faites partie, les lecteurs de Kaizen, les lectrices de Kaizen, on arrive à faire de cet archipel une force politique, Cynthia? Non, mais voilà, si vous voulez, il faut qu'on oublie. Si vous voulez, il ne faut pas mettre l'obligation de résultat de façon abstraite pour basculer dans l'action, parce que de fait, personne ne sait comment on va faire cela. Personne. En revanche, nous savons ce qu'il faut faire. C'est très différent. Et nous savons produire, nous savons comment il faut demain produire des conditions de possibilité pour que cela se fasse. Et notre obligation morale et politique, elle est de ce côté-ci, de produire des conditions de possibilité. Après que ça y ait un déclenchement ou qu'il n'y ait pas de déclenchement, sincèrement, je n'en sais rien. Et voilà. Et on sait aujourd'hui que ces conditions de possibilité ne s'excluent pas, c'est ce que vient de dire Dominique, ne s'excluent pas les unes des autres. Il y a le niveau individuel, il y a le niveau des régions, le niveau de l'écoquartier, il y a le niveau de la ville, il y a le niveau international. Et donc, il faut trouver comment, à l'intérieur chacun de nos vies, on va venir alimenter ces différents niveaux. Soit on n'en choisit qu'un, soit on choisit différents niveaux, mais en tout cas, on est obligé d'en choisir un. Et déjà, sincèrement, pour une grande partie d'entre nous, ce n'est pas le cas. Hein. Donc ça, c'est un point. Et ensuite, on voit bien que oui, il faut faire pression pour que des outils au niveau politique soient plus contraignants. Et donc ça, peut-être qu'il faut qu'un groupe, les prochains partis, peut-être le parti écologiste ou d'autres, tout d'un coup, défendent, c'est vrai, le fait de créer une nouvelle chambre, en tout cas de créer une force de contrainte et pas simplement une force consultative. Et aujourd'hui, c'est quasiment le cas, mais on ne vote pas nécessairement pour eux. Donc, vous voyez, parce qu'on ne pourra pas non plus ne pas en passer par le vote aussi. Donc, on est dans cette obligation de combiner les outils qui sont à disposition et de voir comment, par entrisme, on peut transformer les outils et les adapter aux enjeux du 21e siècle, alors qu'ils ont été pensés par soit le 18e siècle, soit le 20e. Dominique, vous avez été proche de Nicolas Hulot. On voit bien malgré tout l'échec retentissant de sa participation au gouvernement. Donc comment on arrive justement à conjuguer mouvement citoyen et politique?
Déjà 2 secondes sur Nicolas. Hein. En fait, je pense que quand il a été au ministère, il a servi de paravent à une destruction très fine derrière de tout ce qui était la protection de la biodiversité et il s'en est pas perçu. Hein. Donc, fermons la parenthèse. Et il a franchement bien fait de partir. Maintenant, en revanche, pour moi, ce qui est très important, si vous voulez, c'est de bien distinguer un cap de civilisation d'expression contradictoire et adverse de ce cap. Ce qui a été le propre de la modernité, c'est que vous aviez un consensus dans nos sociétés sur le fait qu'il fallait s'enrichir et qu'il fallait redistribuer la richesse produite. On pouvait s'écharper sur la manière de s'enrichir. Côté gauche, c'était plutôt rationalisation de la production. Côté droite, c'était plutôt libération des initiatives entrepreneuriales, etc. Sur la distribution de la richesse, vous aviez les uns qui étaient pour une redistribution arithmétique, les autres géométrique. OK, d'accord. Il nous faut rigoureusement la même chose aujourd'hui avec le cap nouveau. Régénérer la nature et resserrer les écarts de revenus parce que ce sont eux qui détruisent. Et donc, et c'est pour ça que là, on a fait très attention dans le texte, là, nos 35 propositions, dans le texte lui-même. Hein, là, il va ressortir un livre avec un avant-propos qui sera plus marqué. Mais bon, dans le texte lui-même, on a fait très attention de ne pas heurter. Et j'ai eu des échos sur la réception de ce texte. Et il est lu un peu partout. Et si c'est vraiment le cas, si ce qu'on me dit est juste, on a réussi. Notre idée, c'était pas de proposer en tant que tel un programme, c'était de montrer, voilà jusqu'où le seuil doit aller si on veut réagir sérieusement à nos problèmes. Mais l'idée, c'était qu'on puisse s'en inspirer de façon très différente sur la totalité, une partie de l'échiquier politique, mais le plus large possible. Et on n'arrivera à s'en sortir que lorsqu'on retrouvera dans une société un consensus sur un cap commun, quitte à s'écharper sur la manière d'atteindre ce cap. Et faisons bien la différence entre le cap, là on est en termes de civilisation, et entre les façons de l'interpréter. Et là, on rentre dans le jeu de la politique. Justement, vous parlez de l'adversité, et c'est normal. On voit bien qu'il y a de l'autre côté, pour être dans une vision un peu manichéenne et facile, du lobbying pour justement revenir au monde d'après, voire pire. On a vu le MEDEF, on a vu la tribune hier des 60 intellectuels plutôt classés à droite qui demandent un retour à la normale. Comment on gagne cette bataille des idées aujourd'hui, Cynthia Fleury? Oh écoutez, on vient quand même un petit peu il faudrait quasiment refaire toute l'émission. Non, pas tout, mais parce qu'on voit qu'on a deux forces en présence. Oui, on aura toujours deux forces en présence et sur le papier, ils sont plus forts. Voilà. Ah, pour vous, ils sont plus forts? Oui, puisqu'ils ont. C'est la prime au sortant, si j'ose dire. Donc, la prime au sortant, c'est que depuis une trentaine d'années, nous sommes dans ce monde-là. Alors, ceux qui veulent nous faire croire que c'est inéluctable, bon, c'est une folie, parce que historiquement parlant, ça ne veut strictement rien dire, mais à l'aune d'une vie, moi, en tout cas, ça correspond à plus de la moitié de ma vie. Donc, si vous voulez, donc très clairement, et même au-delà. Donc, très clairement, voilà. Encore une fois, je pense qu'il ne s'agit plus de savoir si on va gagner, pas gagner. Il s'agit de se mettre au travail. Et aujourd'hui, nous avons des états de l'art, nous avons des pistes, nous avons des programmes, nous avons quantité de choses qui montrent que non seulement, encore une fois, c'est possible, mais c'est souhaitable. Si nous prenons simplement une qui est encore une fois qui est absolument insuffisante, mais qui quand même produirait par la puissance, je dirais, de son système, quand même pas mal de choses. Ça avait été pensé par Gaël Giraud, par Dominique, par tant d'autres, sur ce qu'il avait appelé à l'époque le facteur 12, c'est-à-dire effectivement la réduction des écarts de salaire. Ça n'a jamais été posé. Jamais. C'est une loi qui devrait être proposée et oui, elle devrait être testée à l'Assemblée. Bien évidemment, elle ne passerait pas avec le système, mais si demain nous avons précisément, nous nous battons pour avoir une autre assemblée consultative, pas consultative cette fois-ci, mais contraignante, nous pouvons faire passer ce type de loi, qui encore une fois ne viendra pas régler la question de la différence des patrimoines, etc., mais au minimum sur la question d'une échelle de plausibilité éthique des salaires. Oui, moi je suis fonctionnaire public, il y a une échelle, si vous voulez. Donc, et je vis pas plus mal, si vous voulez. Donc, la réalité, c'est que aujourd'hui, nous avons besoin, encore une fois, de sortir de ce système qui a posé une croissance
et produit de la redistribution pour aller véritablement directement à la logique de répartition, d'emblée. Et peut-être d'ailleurs ensuite de dire dans la redistribution on fait différemment, etc. Mais cette logique de répartition aujourd'hui, c'est ça l'enjeu, et ce qui veut dire que nécessairement c'est la justice qui produira une croissance et pas la croissance qui produira une justice. Et donc c'est très 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 compliqué, et on va peut-être mettre 20 ans pour transformer ce que nous avons fait en 30 ans. Mais c'est pas grave. C'est, je dirais, un chemin, et qui chaque jour on doit avoir des émules et avancer. Dominique, pour finir, j'ai deux petites questions à vous deux. Naomi Klein, dans son livre La stratégie du choc, a montré qu'après toute grande crise, les tenants du capitalisme mettaient en place des choix ultralibéraux. Pourquoi cette crise échapperait à cette théorie? C'est très juste et c'est franchement pas gagné. Maintenant, de manière un peu plus positive, si vous voulez, cette crise, elle est quand même très différente des précédentes. C'est la première fois qu'on a une économie à l'arrêt. C'est la première fois qu'on met en évidence que ce qui est vital pour les uns et les autres, c'est pas ce qui est le mieux rémunéré. C'est la crise qui montre que lorsque les pouvoirs politiques le veulent, ils peuvent avoir une incidence énorme sur la société. Donc, c'est pas une crise comme les autres, d'une part, et d'autre part, c'est encore moins une crise comme les autres que, comme je vous l'ai dit tout au début de notre entretien, disons, les épreuves qui nous arrivent derrière vont sans cesse nous rappeler les enseignements de la crise du Covid. Alors, je pense que ce qu'on doit apprendre à faire aujourd'hui, c'est ridiculiser nos adversaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tenir un discours transhumaniste, c'est totalement, ça a toujours été, et c'est plus crétin que jamais. Parce que précisément, ce que nous enseigne cette crise du Covid, c'est que nous sommes des animaux et nous le restons, et nous sommes des êtres biologiquement extrêmement vulnérables. Et nous allons sans doute entrer dans une période où on aura, de manière récurrente, c'est une forte possibilité, des attaques de pathogènes. Et en même temps, ce qu'il faut bien voir, c'est que, si vous voulez, ce discours aujourd'hui qui nous fait face, c'est quand même un discours qui a contre lui à peu près toutes les analyses sérieuses. Le seul sérieux qu'ont ces gens-là, c'est la manière dont ils entendent l'économie, qui finit par nous paraître assez ridicule. D'ailleurs, on a pu s'en passer pendant plusieurs semaines. Donc, c'est ça qu'il faut bien garder en tête. Pour moi, voilà, le problème maintenant, c'est les ridiculiser. Et les 60 qui sont ridicules. Et d'ailleurs, ils sont obligés de parler beaucoup plus fort. Ils sont obligés de se répéter. Ils n'ont rien de neuf, rien d'éclairant à nous dire sur ce qu'on vient de vivre et sur ce qu'on va vivre à l'avenir. Donc, je pense que petit à petit, c'est ce que je disais aussi au début, la pression de la réalité va nous aider en, disons, démonétisant au fur et à mesure ce discours et en le faisant apparaître pour ce qu'il est, c'est-à-dire le discours d'élite du passé déjanté, agrippé, un passé pour l'ensemble des gens délétère. Oui, je suis assez d'accord. Alors maintenant, c'est très clair qu'on va avoir non seulement c'est un réflexe classique, hein, c'est un réflexe d'attaque, pro-attaque. Je vous l'ai dit, et Dominique l'avait dit en entrée de jeu. Il avait dit il n'y aura pas d'après. Il n'y aura pas d'après parce que, de fait, le premier grand réflexe, ça va être non seulement il faut retourner aux affaires, mais avec un moins 10 ans. Il faut travailler plus, gagner moins, donc il faut détricoter, et donc il faut encore plus de ce qui nous a mis dedans pour soi-disant en sortir. Donc on connaît par cœur, c'est la logique psychotique, entre guillemets, névrotique du déni, et la logique perverse. Qu'est-ce qui change par rapport à des crises qui ont précédé? Il y a des petites choses qui changent, mais vous avez raison, hein, pas tout, hein, parce que le pouvoir est quand même sérieusement de ce côté-ci du manche. Mais ce qui a changé un peu dans certains endroits, c'est une prise de parole politique qui n'a pas dit tout à fait les mêmes choses. Bon. Et notamment chez certains libéraux. C'est effectivement la valorisation de la vie qui n'a étonnamment jamais, alors à tort, à raison, mais jamais été aussi forte, puisque quand même, alors ça vient, et Dominique l'a dit, à juste titre, ça vient pas d'une
d'une vraie valorisation humaniste de la vie. Ça vient, je crois, très sincèrement, d'une responsabilisation pénale qui est de ce côté-ci et qui n'existe pas ailleurs, et qui tout de même fait que les dirigeants ont pris peur aussi devant cela. Mais on a une grande valorisation des métiers du soin. Et c'est vrai, on a une visibilité qui n'était pas il y a encore 15 ans, voire même 10 ans. Il y a une visibilité et une expérience de la menace. Chaque année, les inondations, les méga-feux, les sécheresses, les épisodes caniculaires, aujourd'hui le coronavirus, demain autre chose. Donc, ce qui fait que le principe de réalité biosphérique, si vous voulez, le principe de réalité que nous sommes à bout du système néolibéral, il donne à se sentir, même dans les territoires les plus privilégiés, en l'occurrence tout ce qui renvoie aux sociétés occidentales du Nord. Autre chose, c'est l'intelligence collective. On a quand même une très grande alphabétisation, malgré la folie qu'on connaît aussi liée aux réseaux sociaux, le régime de post-vérité. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est quand même aussi la possibilité de par une viralité, de faire aussi avancer des idées qui ne sont pas que délétères. Et donc de changer aussi un rapport de force. Et puis on a tout de même un consensus scientifique qui est aussi de notre côté. Donc il y a des forces pour que quelque chose se passe qui ne s'est pas passé par le passé. Mais encore une fois, ça ne se fera pas de façon spontanée. Ça, c'est certain. Et donc, ce rapport de force qu'il faut poser, voilà, je n'en ai pas encore l'idée, comment ça se passe, par quel type de mouvement social ça se passe. Mais ce que je sais, c'est que si il n'existe pas, non, je ne crois pas à la réalité spontanée du changement. Ça, c'est vrai. D'accord. Et pour finir, ça a été évoqué très rapidement tout à l'heure par Dominique Bourg, bien qu'il l'ait évoqué dans son dernier livre. Là, on est sur du discursif, on est très dans l'intellect. C'est le retour du spirituel dans nos vies. Est-ce qu'on ne pourrait pas sortir de cette crise par une réappropriation spirituelle de nos vies? Ça, c'est pour toi, Dominique. Pour moi, ça me semble clair. Quand vous dites vous tenez avec ça, c'est quoi? Mais moi, je tiens avec ça. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué à exprimer. Ça sera l'objet avec une collègue et amie, Sophie. On est en train de rédiger un livre sur ce sujet. Mais il nous semble, oui, que la question spirituelle est vraiment au cœur. Et pour le dire de façon un petit peu simple, il va falloir qu'on apprenne à diminuer nos appétits matériels, et on ne peut le faire qu'en apprenant à redévelopper un petit peu l'entre-soi, l'intériorité. Et c'est pas quelque chose de purement individuel, ça se fait à plusieurs. Cynthia? Et ça, je crois que c'est vraiment très, très important. Vous savez, ça, c'est des questions intimes. Je pense sincèrement que tous ceux qui ont cette dimension spirituelle, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit voilà, dans un ressenti d'agapé, de communion, d'abord sont bien heureux, au sens vrai du terme, parce que ça peut aussi les protéger, parce que c'est une foi, tout simplement, une espérance, et voilà. Voilà, donc pour le coup, je fais pas partie de ces êtres bien heureux, mais je discute souvent et je travaille avec tous ceux qui travaillent également avec cette dimension. Mais c'est vrai que là, pour le coup, je suis très très respectueuse des libertés négatives des uns et des autres, et je laisse voilà, c'est pas du magistère public, c'est du magistère privé. Je laisse à chacun le soin d'avoir un rapport en son cœur, en total consentement. Je suis toujours très, comment dire, voilà, j'ai trop de rapports compliqués avec les dérives liberticides de ce que pourrait être une spiritualité plus organisée, que voilà, je me tiens à distance. Mais en revanche, quand c'est tout simplement quelque chose qui est en parenté totale en fait avec de la philosophie, de la métaphysique, etc., des problématiques d'enchantement, tout simplement, d'espérance éthique, je conçois que c'est non seulement précieux, mais efficace.
Dominique, vous qui avez réussi à convaincre Pablo Servigne d'utiliser le mot spiritualité, vous pouvez peut-être convaincre Cynthia Fleury. D'accord. Alors pour finir, il y a Benoît qui propose à Cynthia Fleury de se présenter en 2022 à l'élection présidentielle. Donc voilà, vous avez déjà gagné une voix. Un mot de conclusion tous les deux peut-être? Un mot de conclusion, c'est au travail. Ça va être dur, je pense, vraiment. Je le vois parce que je vois tous ceux qui sont pas protégés, hein, et particulièrement dans les professions libérales, et qui constituent la base de l'activité au sens des actifs de ce pays. On va leur demander beaucoup d'efforts. Et non seulement il va falloir qu'ils soient forts, mais il va falloir qu'ils s'obligent à demander des aides. Voilà. Voilà. Il va falloir que ce soit un travail que d'aller obliger les autres à être solidaires. Et parce qu'encore une fois, on va avoir une détresse socio-économique absolue. Moi, je vois quantité de gens qui ont travaillé mais 20 ans, 25 ans de leur vie et qui peut-être en 6 mois vont tout perdre. Et c'est à vomir. Et il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas les abandonner. Et alors nous, bien évidemment, mais eux, il faut qu'ils s'obligent à être durs avec nous si ils ont le sentiment d'être trop abandonnés. Je ne sais pas si ça se comprend ce que je suis en train de dire, mais ça va être, voilà, là il y a un enjeu de cohésion sociale qui est absolu parce que c'est une crise économique très forte qui est devant nous et qui bien évidemment va avoir des relents d'austérité, et de réflexes usuriers de la part de ceux qui peuvent se permettre ce type de choses. Dominique, pour conclure? Oui, moi, je voudrais aussi terminer là-dessus, c'est-à-dire que là, le drame économique a commencé, il risque d'être très sévère et très sélectif, c'est-à-dire de ne pas du tout toucher les gens de la même manière. Et évidemment, c'est dans ces situations-là, si vous voulez, que la stratégie du choc est malheureusement possible. Il suffit de songer à la France des années 40. Qui a-t-on nommé Pétain? C'était à lui qu'on devait la baisse des crédits militaires, c'était à lui qu'on devait d'avoir adopté une stratégie qui partait à l'avance perdant face aux troupes allemandes, et c'est ce type-là qu'on nomme comme le sauveur après. C'est tellement classique quand il y a des crises qu'en fait, on en repart pour 20 ou 30 ans avec le système antérieur qui nous a amené à la ruine. Alors, et ça va être très dur pour certains, ça va être très difficile parce que c'est très humain, ce réflexe. La tentation va être très forte. À nous d'essayer de faire ce qu'on pourra faire pour empêcher que ce mécanisme historique classique ne se reproduise. Merci Cynthia Fleury qui vient de récolter une deuxième voix de la part de Stéphanie. Merci Dominique. Alors, je vais vous dire un truc, c'est là où vous voyez, hein, bravo. Donc, bien évidemment, jamais, comment dire, en 2022, mais en l'occurrence, Dominique, je te passe la main. Tu vois, c'est ça le problème. Non, tu vois, moi j'ai déjà donné. Moi j'ai déjà donné. Et c'est là où on voit que parce que de fait, il faudrait que des gens comme Dominique et moi et d'autres y aillent. Parce que c'est comme ça, parce que c'est voilà. Et vous voyez là comme on est, en tout cas moi, hein, je le reconnais. Je ne suis pas encore assez désintéressée. Je fais mon mea culpa, hein, parce que je vois bien que cette vie parce que la politique aujourd'hui, c'est, si vous voulez, ça demande aujourd'hui, parce qu'il y a un tel degré de déficit, ça demande de tout donner. Et c'est pour ça que je dis à Dominique, il faut y aller parce que tu es le plus âgé. Et que moi, j'ai encore des obligations familiales et que je ne peux pas le faire. Mais toi, merde, fais-le. Pourtant, les voix tombent pour vous, Cynthia. C'est un plébiscite. Non, mais il faut, quoi.
ça va, quoi. Tu peux, tu peux lâcher, quoi. Tandis que. J'encourage les plébiscites Non, mais pour c'est là Cynthia. où on voit qu'il faut quelqu'un, oui, enfin, c'est pas quelqu'un, il faut un groupe de personnes qui, à un moment donné, abandonnent quand même son intérêt particulier. C'est tellement dur. C'est tellement dur. Mais je crois que c'est une préoccupation centrale en ce moment dans l'écosystème que nous fréquentons. Bon, bah merci à vous deux infiniment. Merci à vous qui étiez de l'autre côté avec toutes ces questions. Et puis, sortez bien du confinement si le Premier ministre l'annonce en ce moment à l'Assemblée nationale. Merci, à bientôt, au revoir.